Deux frères sans le même sang, une promesse jurée dans la poussière. L'un a vendu sa dignité pour monter trop vite, l'autre a refusé de se vendre et a tout perdu avant de tout gagner. Cette histoire va te faire réfléchir à chaque choix que tu fais quand argent te tend la main. Dans le quartier poussiéreux de Kulmara, au nord d'une grande ville africaine, vivaient deux garçons que tout le monde appelait les doubles. Ils s'appelaient Amani et Seydou. Pas frères de sang, mais frères de survie. Même ruelle, même école délabrée, même assiette presque vide. Quand Amani avait faim, Seydou partageait. Quand Seydou tombait, Amani le relevait. Un soir, assis devant une maison en banco, ils se jurèrent ceci. « On ne sortira pas de la misère séparée. Soit on réussit ensemble, soit on tombe ensemble. » Mais les années passèrent, et rien ne changea. Pas de travail, pas d'avenir, juste la galère qui se répétait comme un vieux disque rayé. Alors un matin, ils prirent une décision qui allait tout bouleverser, partir pour la capitale. La capitale, c'était un autre monde. Des tours de verre qui touchaient ici et le ciel, des voitures qui brillaient comme des bijoux et des gens pressés qui semblaient tous avoir un but. Amani et Seydou étaient perdus, mais leur détermination était intacte. Ils dormaient à la belle étoile, lavaient tant des voitures, déchargeaient des camions, n'importe quoi pour un peu d'argent. Chaque soir épuisés, ils comptaient leurs pièces et rêvaient d'un avenir meilleur. Amani était impatient. Il regardait les hommes en costume sortir des grands immeubles et il se disait « Pourquoi pas nous? On mérite mieux que ces miettes. » Seydou, lui, était plus patient. Il disait « Le travail honnête finit toujours par payer, mon frère. On construit notre avenir pierre par pierre. » Mais les pierres étaient lourdes et le mur ne montait pas vite. Un jour, alors qu'il travaillait sur un chantier, un homme élégant s'approcha d'Amani. Il s'appelait Monsieur Diallo, un homme d'affaires influent, au sourire aussi tranchant qu'une lame de rasoir. Il avait remarqué l'énergie et l'ambition d'Amani. Il lui a dit « Jeune homme, je vois un lion en toi. Pourquoi te fatigues-tu avec les moutons? Viens travailler pour moi. Je te promets la richesse. Mais il y a un prix à payer, la loyauté absolue. » Amani était fasciné. L'argent, le pouvoir, la sortie de la galère, tout était à portée de main. Le soir, il en parla à Seydou. « C'est notre chance, on va enfin sortir de cette misère. » Seydou secoua la tête. « Amani, cet homme n'a pas l'air honnête. On ne sait pas ce qu'il fait. On s'est fait une promesse, réussir ensemble, mais proprement. » La discussion a duré toute la nuit. C'était leur première vraie dispute. Amani criait. « La propreté, ça ne remplit pas le ventre. J'en ai marre d'attendre. » Seydou répondait, le cœur lourd. « Et moi en ai marre de voir mon frère se laisser aveugler par des promesses vides. » Au petit matin, Amani a fait son choix. Il a laissé un mot à Seydou. « Je pars, je reviendrai te chercher quand je serai riche. » Seydou a trouvé le mot et il a senti son monde s'écrouler. Son frère, son double, l'avait abandonné. Les premiers mois furent incroyables pour Amani. Monsieur Diallo lui donna un appartement, une voiture, de l'argent. Amani était son chauffeur, son homme de confiance. Il livrait des enveloppes, assistait à des réunions secrètes dans des sous-sols sombres. Il ne posait pas de questions, il fermait les yeux sur les activités illégales, le trafic, la corruption. Il se disait « C'est juste un passage, bientôt je serai mon propre patron. » Il portait des costumes chers, mais à l'intérieur, il sentait une partie de lui mourir un peu chaque jour. Pendant ce temps, Seydou continuait sa vie de galère. Mais il n'avait pas abandonné. Il a économisé chaque centime. Il a appris la mécanique en regardant les garagistes du quartier. Il a commencé par réparer les motos des voisins, puis les voitures. Sa réputation grandissait. Il était honnête, travailleur et fiable. Les gens l'aimaient. Il a loué un petit local, puis un deuxième. Il a embauché des jeunes du quartier, des jeunes comme lui, qui voulaient rendre juste une chance. Son petit garage, Seydou Auto, est devenu une référence. Il n'était pas riche comme Amani, mais il était respecté. Il était fier de ce qu'il construisait. Un soir, Amani a essayé d'appeler Seydou. Il voulait lui montrer sa nouvelle voiture, son nouvel appartement. Mais Seydou n'a pas répondu. Il a essayé encore et encore. Le silence de son frère était plus douloureux que n'importe quel coup. Amani se sentait seul au sommet de sa montagne d'argent sale.
Il avait tout ce dont il avait rêvé, sauf la seule chose qui comptait, son frère. La chute fut aussi rapide que l'ascension. Un jour, M. Diallo a été arrêté. Tout son réseau s'est effondré comme un château de cartes. La police a débarqué chez Amani. Ils ont tout saisi. Il a été interrogé pendant des jours. Il a tout perdu en une seule nuit. La voiture, l'appartement, l'argent. Il s'est retrouvé à la rue, avec pour seule richesse les costumes de luxe qu'il portait. Mais cette fois, il était seul, vraiment seul. Pendant des semaines, il a erré dans la ville, la honte collée à la peau. Il avait faim, il était sale. Les gens qu'il côtoyait dans sa vie de luxe ne le reconnaissaient plus. Il était redevenu invisible. Il pensait à Seydou, à leurs promesses. Il avait tout brisé. Il pensait que Seydou devait le détester. Un soir, épuisé, il s'est effondré devant un garage éclairé. Il a levé les yeux et a lu l'enseigne. Seydou Auto. Il a vu Seydou, entouré de ses employés, riant, travaillant. Seydou avait réussi, proprement. Amani a voulu fuir, mais ses jambes ne le protégeaient plus. Seydou l'a aperçu. Leurs regards se sont croisés à travers la rue. Seydou a posé ses outils et a traversé. Il s'est arrêté devant Amani, qui était en larmes, incapable de prononcer un mot. Seydou l'a regardé un long moment. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, juste une immense tristesse. Il a tendu la main à son frère, comme il l'avait fait tant de fois quand ils étaient enfants. « Lève-toi, Amani », a-t-il dit doucement. La journée a été longue. Viens, il y a une assiette qui t'attend à la maison. Amani a pris sa main. Et pour la première fois depuis des années, il ne s'est plus senti seul. Il avait tout perdu, mais il venait de retrouver la seule chose qui avait de la valeur. Il avait retrouvé son frère. Cette histoire nous rappelle que la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans les liens que l'on tisse et les valeurs que l'on défend. La route la plus rapide n'est pas toujours la meilleure. Parfois, le chemin le plus long et le plus difficile est celui qui mène à la paix intérieure et au véritable succès. Le succès qui se construit avec les mains, mais surtout avec le cœur. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous. La ville s'appelait Nzalé. Un nom qui chantait comme une promesse mais qui cachait une réalité bien plus sombre, grande, brillante, trompeuse. Pour Amani et Seydou, qui débarquaient avec des yeux remplis d'étoiles et des poches vides, Nzalé était la porte vers un avenir meilleur. Ils avaient quitté leur village natal, laissant derrière eux une vie simple mais paisible, pour venir conquérir ce monstre de béton et de verre. L'ambition était leur moteur, leur amitié, leur bouclier. Ils pensaient qu'ensemble, rien ne pourrait les arrêter. En arrivant, la ville les a giflés par sa grandeur. Les immeubles montaient plus haut que leurs rêves les plus fous, des tours d'ivoire qui semblaient toucher le ciel, symbole d'une richesse inaccessible. Dans les rues, le flot incessant de voitures de luxe les aveuglait. Des véhicules qui coûtaient pas plus cher que leur vie entière, que toutes les vies de leur village réunies. Le bruit, l'agitation, cette énergie frénétique, tout était à la fois fascinant et terrifiant. Ils se sentaient comme deux petites fourmis au pied d'un géant. Comment trouver sa place dans ce chaos? Après des jours de recherche harassantes, ils trouvèrent enfin un toit. Une petite chambre, à peine plus grande qu'un placard. Leur nouveau royaume se résumait à un matelas posé à même le sol. Une unique ampoule fatiguée qui clignotait au plafond et des murs fissurés qui racontaient des histoires de vie précaires passées avant la leur. L'air était lourd, imprégné de l'humidité et des odeurs de la ville. Mais malgré la misère évidente du lieu, en y posant leurs maigres affaires, Amani afficha un large sourire, un sourire plein d'espoir et de détermination. Il regarda Seydou, ses yeux brillants d'une lueur ardente, et lui dit « C'est ici que tout commence ». Seydou, rassuré par l'optimisme de son ami, lui rendit son sourire. Oui, c'était le début de leur nouvelle vie. Le pacte était simple, scellé sur ce matelas usé. Ils réussiraient ensemble, ou ils échoueraient ensemble. La ville était une jungle, et ils devaient rester unis pour survivre. Rapidement, la chance, ou du moins ce qui y ressemblait, leur sourit. Amani
avec sa carrure imposante et son air sérieux, trouva un travail de vigile dans le hall d'une grande entreprise. Ironiquement, il passait ses journées à protéger les portes de ce monde de richesse auquel il n'aurait jamais accès. Seydou, plus agile et connaissant rapidement les rues comme sa poche, devint livreur à moto. Il passait ses journées à zigzaguer dans le trafic infernal, le dos cassé par les heures de route et les colis à transporter. Le soir, il rentrait compte épuisé, mais heureux. Ils avaient un travail, ils gagnaient de l'argent. Ils décidèrent alors, comme une évidence, de tout partager à parts égales. Loyer, nourriture, facture. Chaque dépense serait divisée en deux. C'était leur règle, le fondement de leur nouvelle vie commune. Une promesse d'égalité dans un monde qui ne l'était pas. Les premières semaines furent une lune de miel avec leur nouvelle réalité. Ils se sentaient invincibles. Mais très vite, la mécanique bien huilée de leur arrangement commença à grincer. La ville n'était pas un adversaire juste. Le travail de Seydou était éreintant et imprévisible. Des journées sans commande, des pannes de moto, des amendes. Son salaire, déjà modeste, fondait comme neige au soleil. Il s'épuisait physiquement et mentalement. La fatigue creusait ses traits et l'angoisse commençait à remplacer l'espoir dans ses yeux. Son salaire disparaissait souvent avant la moitié du mois, le laissant démuni, avec la faim qui lui tenaillait le ventre. Il voyait Amani, dont le salaire était fixe et régulier, gérer ses dépenses avec plus de facilité. Le contraste entre leurs situations commençait à créer un malaise silencieux. La faim est une mauvaise conseillère. Un soir, alors que le bruit de son estomac vide couvrait presque celui de la ville, Seydou ravala sa fierté. Il avait honte, mais il n'avait pas le choix. Il se tourna vers Amani, qui comptait méticuleusement ses billets sur le matelas. Sa voix était à peine un murmure, chargé de gêne et de désespoir. « Amani, ce mois-ci, tu peux gérer la nourriture ? Je suis vraiment à sec. » Il s'attendait à de la compréhension, peut-être à une tape sur l'épaule, un encouragement. Après tout, ils étaient 20 frères, n'est-ce pas? La réponse d'Amani tomba comme un coup près, froide et tranchante. Il ne leva même pas les yeux de son argent. Chacun sa part. C'est ce qu'on a dit. La ville n'a pas de pitié. Ces mots, prononcés sans la moindre hésitation, sans la moindre once d'empathie, frappèrent Seydou en plein cœur. Il ne s'agissait plus d'argent, ni même de nourriture. Il s'agissait de leur pacte, de leur amitié. En une phrase, Amani venait de dresser un mur entre eux. La ville n'avait pas de pitié, c'était vrai. Mais Seydou n'aurait jamais imaginé que son ami, son frère, adopterait sa cruauté. Ce soir-là, dans le silence glacial de leur petite chambre, quelque chose de précieux et d'irremplaçable se fissura entre eux. La première fissure dans le mur de leur amitié, une fissure qui menaçait de tout faire s'effondrer. La ville commençait à peine son œuvre de dévoration. Après cette nuit-là, l'ambiance dans la chambre devint lourde, irrespirable. Le silence était devenu leur principal mode de communication. Seydou se sentait seul, trahi. Il regardait Amani et ne voyait plus son ami d'enfance, mais un étranger façonné par la dureté de Nzalé. Amani, de son côté, s'enfonçait dans une logique de survie individuelle. Pour lui, la pitié était une faiblesse, une porte ouverte à l'échec. Il avait vu comment la ville broyait les plus faibles, et il refusait d'en faire partie, même si cela signifiait laisser son ami derrière. Il se répétait que c'était pour leur bien à tous les deux que Seydou devait apprendre à être plus dur, plus malin. Mais au fond, il sentait une culpabilité sourde qui l'étouffait sous des couches d'arrogance et de pragmatisme. Seydou commença à passer de moins en moins de temps dans la chambre. Les rues, autrefois un labyrinthe hostile, étaient devenues son refuge. Il y errait après ses livraisons, le cœur lourd, cherchant une échappatoire à la tension qui régnait avec Amani. C'est au cours de ses errances qu'il fit des rencontres. D'autres livreurs, des vendeurs de rue, des gens qui, comme lui, luttaient un tour chaque jour pour un bout de pain. Il y découvrit une autre forme de solidarité, plus précaire, mais peut-être plus sincère. Une solidarité née du partage de la même galère. On lui offrait une cigarette, on partageait un plat de riz, on l'écoutait se plaindre de sa journée. Ces petites attentions étaient des baumes sur son cœur blessé. Lentement,
Sans même s'en rendre compte, Seydou se créait une nouvelle famille dans les entrailles de la ville. Pendant ce temps, Amani grimpait. Son sérieux et sa rigueur furent remarqués. Il obtint une promotion, chef d'équipe des vigiles. Un meilleur salaire, un uniforme plus propre, un peu plus de respect. Il était fier de lui. Il avait réussi là où tant d'autres échouaient. Il s'acheta des vêtements neufs, un téléphone plus performant. Il se disait qu'il prouvait à Seydou que sa méthode était la bonne. Un soir, pour tenter de renouer le contact, il ramena un plat cher d'un restaurant, quelque chose qu'il n'aurait jamais pu s'offrir avant. Il le posa entre eux sur le matelas et dit, avec une fierté mal dissimulée: « Tu vois, j'avais raison, il faut être dur pour s'en sortir. » Mais Seydou ne toucha pas au plat. Il le regarda, et dans ses yeux, Amani ne vit ni admiration ni joie, juste une infinie tristesse et une distance infranchissable. La nourriture n'avait plus le même goût quand on la mangeait seule. Et malgré son succès apparent, Amani se sentait plus seul que jamais. La ville lui avait donné l'argent et le statut, mais elle lui avait pris ce qu'il avait de plus cher, son ami. Le prix à payer pour survivre à Nzalé était bien plus élevé qu'il ne l'avait jamais imaginé. La suite de cette histoire est à découvrir dans le prochain épisode. Qu'arrivera-t-il à Amani et Seydou? Leur amitié est-elle condamnée à jamais? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la suite des aventures à Nzalé. Le rêve toxique. Chaque jour, Amani voyait passer la richesse, juste là, sous ses yeux. Il était le gardien invisible d'un monde qui ne le regardait même pas. Des hommes puissants, en costumes impeccables, glissaient hors de leur voiture silencieuse, leur regard traversant Amani comme s'il était de verre. Ils entraient dans l'immeuble de luxe, laissant derrière eux un sillage de parfums coûteux et de mépris discret. Pour eux, il n'était qu'une partie du décor, un uniforme planté devant une porte dorée. Mais dans sa tête, un autre monde prenait forme, un monde vibrant de désir et d'ambition. Une seule phrase, tenace, tournait en boucle, comme un mantra secret: « Un jour, ce sera moi ». Ce n'était pas juste un espoir, c'était une promesse qu'il se faisait à lui-même, un feu qui brûlait sa patience et nourrissait sa frustration. Il ne voulait pas seulement leur argent, il voulait leur pouvoir, leur respect, leur place au sommet de la tour d'ivoire. Il s'imaginait descendant de ces mêmes voitures, ajustant sa propre cravate en soie, jetant un regard distrait au nouveau gardien qui se tiendrait là où il se tenait maintenant. Cette pensée était son poison et son remède, le rêve qui le faisait tenir debout et qui en même temps le rongeait de l'intérieur. Un matin, alors que le soleil commençait à peine à dorer les façades des immeubles, la routine d'Amani fut brisée. Le directeur de l'immeuble, un homme au visage lisse et au sourire calculé, le convoqua dans son bureau. Ce n'était pas habituel. Amani sentit une boule se former dans son estomac. Avait-il fait une erreur? Allait-il perdre son travail? Le bureau était immense, la moquette si épaisse que ses pas ne faisaient aucun bruit. Le directeur, M. Dubois, l'invita à s'asseoir, un geste qui surprit Amani plus que tout. On ne s'asseyait jamais en présence de ces gens-là. M. Dubois le fixait d'un regard perçant, presque prédateur. « Amani, commença-t-il d'une voix douce, je vous observe depuis longtemps. Je vois la faim dans vos yeux. Pas la faim de nourriture, non, la faim de plus. » Il marqua une pause, laissant ses mots flotter dans l'air climatisé. « Vous avez du potentiel, vous êtes intelligent, discret, et vous savez obéir. C'est une qualité rare. » Puis, il se pencha en avant, ses mains jointes sur le bureau en acajou. Et il lui déroula le tapis rouge, le rêve sur un plateau d'argent. Il lui promit une ascension fulgurante. Une grande maison avec une piscine, loin de son quartier poussiéreux. Une voiture de luxe, une de celles qu'Amani regardait passer avec envie chaque jour. Et un salaire si énorme que le chiffre semblait irréel, un chiffre qui pourrait effacer toutes les dettes, toutes les humiliations, toutes les nuits blanches de sa mère. C'était tout ce dont Amani avait toujours rêvé. Le « un jour ce sera moi » se matérialisait soudainement, à portée de main. Le piège était parfait, car il était taillé sur mesure pour ses désirs les plus profonds.
Mais chaque rêve a un prix, et celui-ci était exorbitant. Après avoir étalé les promesses comme des cartes sur la table, le directeur ajouta la condition. Il ne la cria pas, il la murmura. C'était une condition lourde, honteuse, silencieuse, un pacte qui n'existerait sur aucun papier, une transaction de l'ombre qui exigerait de lui bien plus que son temps ou son travail. Il devrait fermer les yeux sur certaines choses, transporter des paquets sans poser de questions, être le témoin muet d'activités illégales, devenir un rouage essentiel d'une machine bien plus sombre que la façade respectable de l'immeuble ne le laissait paraître. Il devrait renoncer à sa conscience, à son intégrité, son âme contre le confort matériel. Le premier réflexe d'Amani fut le dégoût. Un « non » franc et massif monta à ses lèvres. Il se leva, prêt à tourner les talons, à retourner à sa vie simple mais honnête. Mais alors qu'il se dirigeait vers la porte, des images violentes assaillirent entier son esprit. Il vit le visage fatigué de sa mère, ses mains abîmées par des années de travail, acharnées pour un salaire de misère. Il repensa à la faim, cette crampe familière dans son ventre d'enfant. Il se souvint de l'humiliation, de ce sentiment d'être invisible, de ne compter pour personne. La richesse n'était pas qu'une question de luxe, c'était une armure contre le mépris du monde. La pauvreté n'était pas seulement un manque d'argent, c'était une exposition constante à la dureté de la vie. Le « non » qu'il avait sur les lèvres s'effrita, se transforma en poussière. Il se retourna lentement, le regard vide. Le directeur n'avait pas bougé, il souriait, il savait, il avait toujours su. Amani ravala sa fierté, son dégoût, ses principes, et il accepta. Le mot sortit de sa bouche comme un souffle étranger. Le pacte était scellé. Le soir même, alors qu'il rentrait chez lui, le cœur lourd et l'esprit confus, il croisa Seydou, son ami d'enfance. Seydou était son ancre, sa conscience. Il le connaissait mieux que personne et il vit tout de suite que quelque chose avait changé. Le regard d'Amani n'était plus le même. Il y avait une lueur dure, une résolution froide qui n'était pas là le matin. Seydou l'arrêta, posant une main ferme sur son épaule. « Et qu'est-ce qui se passe, Amani ? Tu as l'air ailleurs. » Amani essaya de balayer ses inquiétudes d'un geste, de sourire, mais son visage était un masque qui se fissurait. Il finit par lui raconter, pas les détails sordides, mais l'essentiel. L'offre, l'argent, la promesse d'une nouvelle vie. Il s'attendait à de l'admiration, peut-être de la jalousie. À la place, il vit une profonde tristesse dans les yeux de son ami. Seydou secoua la tête, sa voix était grave. « Amani, écoute-moi, ce n'est pas une promotion, c'est une cage dorée, mais une cage quand même. » Il se rapprocha, le forçant à le regarder. « Rappelle-toi toujours de ça. Quand on t'achète avec de l'argent, on ne t'élève pas, on te possède. » La phrase frappa Amani en plein cœur, comme un coup de poing. C'était la vérité, une vérité simple et brutale qu'il avait essayé d'ignorer. Pour un instant, le doute le submergea. Mais c'était trop tard. Le rêve toxique l'avait déjà mordu, son venin se répandait dans ses veines. Il avait déjà fait son choix. Il se dégagea de l'emprise de son ami. « Tu ne comprends pas, Seydou. Puis Seydou, tu n'as jamais eu vraiment faim. » C'était faux et il le savait, mais la cruauté était devenue son bouclier. Il tourna le dos à son ami, à sa conscience, et s'avança dans la nuit. Amani avait déjà fermé son cœur. Le chemin qu'il venait d'emprunter était un aller simple, et il le savait. La richesse l'attendait. Mais à quel prix ? C'est l'histoire que nous allons explorer ensemble. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de la chute d'Amani. Merci de nous avoir suivis. Amani monta les échelons à une vitesse fulgurante. Très très vite. Il était devenu celui pour qui les lourds portails s'ouvraient en grand, sans même qu'il ait à demander. Chaque soir, il s'enfonçait un peu plus dans un monde de luxe, de paillettes et de reconnaissance. Les lumières de la ville semblaient briller uniquement pour lui. Il était admiré, envié, un exemple de réussite pour beaucoup. Mais cette ascension fulgurante n'était pas gratuite. Chaque nuit passée sous les néons, chaque applaudissement, chaque nouvelle porte qui s'ouvrait avait un prix. Un prix invisible, insidieux, qui rongeait son âme en silence. Une taxe sur son humanité qu'il payait sans s'en rendre compte, absorbé par le tourbillon de son succès. La gloire est une maîtresse exigeante qui prend souvent plus qu'elle ne donne. Et Amani, dans son éblouissement, commençait à perdre de vue l'essentiel,
à oublier d'où il venait et surtout qui il avait laissé derrière lui. Pendant qu'Amani touchait les étoiles, son frère Seydou, lui, s'enfonçait dans les abysses. Chaque pas en avant pour l'un était un pas vers le précipice pour l'autre. La chute de Seydou fut aussi brutale que l'ascension d'Amani avait été rapide. La faim devint sa compagne de tous les jours, une douleur sourde et constante qui lui tordait les entrailles. La maladie, affaiblie par le manque de nourriture et le froid, s'empara de son corps, le laissant sans force, sans défense. Et finalement, la rue. Le béton froid comme seul lit, le ciel étoilé comme seul toit. Il était devenu une ombre parmi les ombres, un visage anonyme dans la foule indifférente. Il avait tout perdu, sa maison, sa dignité, et bientôt, il allait perdre la dernière chose qui lui restait, l'espoir. Chaque jour était une lutte pour la survie, un combat pour ne pas sombrer complètement, pour garder une étincelle de vie dans un monde qui semblait l'avoir oublié. Un jour, au plus profond de son désespoir depuis un lit d'hôpital froid et impersonnel, Seydou rassembla le peu de force qui lui restait. Il composa le numéro qu'il connaissait par cœur, le numéro de son frère. La voix à l'autre bout du fil était distante, presque méconnaissable. C'était la voix d'Amani, mais une version polie, froide, façonnée par son nouveau monde. Seydou expliqua sa situation, la faim, la maladie, la solitude. Il ne demandait pas grand-chose, juste une main tendue, un signe, un rappel de leur lien fraternel. La réponse tomba comme un couperet, glacial, définitive. « Je n'ai rien pour toi !» 3 mots. Juste 3 mots qui firent plus mal que la faim, plus mal que la maladie. Ces mots brisèrent quelque chose en Seydou, quelque chose de bien plus profond qu'un os. Ils brisèrent son cœur. Ce jour-là, dans le silence assourdissant de sa chambre d'hôpital, Seydou comprit une vérité terrible et douloureuse. Il comprit qu'on peut perdre un frère sans qu'il meure. Amani était vivant, il respirait, il réussissait, mais le frère qu'il avait connu, celui avec qui il avait partagé ses rêves et ses peines, celui-là était mort, disparu, effacé par le succès et l'ambition. Le lien qui les unissait, qu'il croyait incassable, venait de se rompre avec une brutalité inouïe. Une immense tristesse l'envahit, mais curieusement, pas de haine, pas de colère. Il ne maudit ni son frère, ni le destin. Il aurait pu sombrer dans l'amertume, se laisser consumer par le ressentiment. Mais Seydou était fait d'un autre bois. Cette trahison, cette ultime déception, au lieu de l'anéantir, alluma en lui un feu nouveau. Cette prise de conscience fut un électrochoc. Seydou aurait pu choisir la voie de la vengeance ou du désespoir, mais il choisit celle de la résilience. Il se fit une promesse. Il ne dépendrait plus jamais de personne. Il se relèverait seul. Dès qu'il quitta l'hôpital, encore faible mais animé d'une volonté de faire, il se mit au travail. Et quand je dis qu'il se mit au travail, je pèse mes mots. Il ne travaillait pas. Il se consumait dans le labeur. Il acceptait tous les petits boulots, les plus ingrats, les plus épuisants. Jour et nuit, le sommeil était un luxe qu'il ne pouvait plus s'offrir. Chaque goutte de sueur était une affirmation de son existence, un défi lancé à l'adversité. Il ne cherchait plus la pitié ou l'aide, il forgeait son propre chemin, brique par brique, avec la seule force de ses mains et de sa détermination. Dans cette vie de labeur acharné, où chaque jour était une bataille, Seydou trouva un refuge inattendu, une oasis dans son désert de solitude, la musique. Elle avait toujours été là, en filigrane dans sa vie. Mais maintenant, elle devenait son exutoire, sa confidente, sa thérapie. Le soir, après des journées éreintantes, il ne se reposait pas. Il prenait sa vieille guitare, celle qui avait survécu à tous ses malheurs, et il jouait. Il jouait pour oublier la faim, pour apaiser la douleur de la trahison, pour transformer sa peine en quelque chose de beau. Les mélodies qui sortaient de ses doigts n'étaient pas de simples notes. C'était son âme qui parlait. C'était l'histoire d'un homme brisé qui refusait de rester à terre. La musique devint son langage, sa raison de continuer à se battre. Elle était la lumière qui l'empêchait de sombrer définitivement dans l'obscurité. Et sans qu'il le sache encore, cette musique allait devenir bien plus qu'un simple refuge. Elle allait devenir la clé de sa rédemption. Merci d'avoir suivi cette 4e partie de notre histoire. Le destin de ces 2 frères prend des tournures radicalement différentes.
Que pensez-vous de la réaction de Seydou? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Si vous appréciez ce récit, pensez à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite de cette saga poignante. On se retrouve très vite pour le prochain chapitre. Prenez soin de vous. Le destin, mes amis, est une roue qui ne cesse de tourner. Pour certains, elle monte vers les sommets. Pour d'autres, elle plonge dans les abîmes. Et parfois, elle nous réserve des leçons inattendues. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre histoire, un chapitre où la gloire et la chute s'entremêlent de la manière la plus surprenante. Après avoir été trahi et laissé pour mort, Seydou a dû se réinventer. La musique, qui était sa passion, est devenue sa planche de salut. Il a commencé à mixer dans des petits bars, juste pour avoir de quoi manger, un toit sur la tête. Il n'avait plus rien, sauf ses vinyles et une détermination de fer. Il a transformé sa douleur en rythme, sa tristesse en mélodie. Et le public a répondu. C'était un thé chargé d'une émotion brute, d'une authenticité que personne ne pouvait imiter. Il ne jouait pas seulement de la musique, il racontait son histoire à travers les platines. Rapidement, le nom de DJ Seydou a commencé à circuler dans les nuits de la ville. D'abord comme un secret bien gardé, puis comme une évidence. Les propriétaires de clubs se l'arrachaient. Les soirées où il jouait affichaient complet des semaines à l'avance. Les enveloppes remplies de billets, autrefois le symbole de sa trahison, devenaient maintenant le fruit de son talent. Il aurait pu se laisser griser par ce succès fulgurant. Il aurait pu devenir arrogant, oublier d'où il venait. Mais Seydou était différent. Chaque soir, avant de monter sur scène, il se rappelait le froid du bitume, la faim qui lui tordait le ventre. Cette mémoire était son encre. Il est resté humble, accessible, toujours reconnaissant envers ce public qui lui avait tout donné. Il traitait chaque personne, du patron de club au simple danseur, avec le même respect. La gloire ne lui avait pas fait perdre son âme. Au contraire, elle l'avait renforcée. Pendant que l'étoile de Seydou brillait de mille feux, celle d'Amani, son ancien ami, son bourreau, s'éteignait brutalement. Amani vivait dans l'opulence, entouré de parasites, qu'il appelait ses amis. Il se croyait intouchable. Mais un jour, une vidéo a fait surface. Une vidéo compromettante filmée à son insu lors d'une de ses soirées décadentes. Elle s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, l'homme d'affaires respecté est devenu la risée de tous. L'humiliation était totale, publique. Son entreprise, pour se protéger du scandale, l'a licencié sans ménagement. La chute a-t-elle été aussi rapide que violente. Les amis qui profitaient de sa générosité se sont volatilisés. Son téléphone a cessé de sonner. Les invitations se sont taries. L'argent, qu'il croyait inépuisable, a fondu comme neige au soleil. Amani s'est retrouvé seul, ruiné et hanté par le fantôme de son arrogance. Il a tout perdu, sa réputation, sa fortune, sa dignité. Les semaines ont passé. Amani a vendu ses montres de luxe, puis sa voiture, puis ses meubles. Il a sombré dans la misère, errant dans les rues qu'il dominait autrefois. La faim est devenue sa compagne de tous les instants. Il n'avait plus personne vers qui se tourner. Tous ceux qu'il avait méprisés ou utilisés lui tournaient le dos. Une seule personne lui venait à l'esprit, une personne qu'il avait détruite et laissée pour morte. Seydou. Un soir, poussé par un désespoir absolu, il a avalé le peu de fierté qui lui restait. Il a marché jusqu'au modeste appartement où vivait désormais Seydou. Il a frappé à la porte, le cœur battant la chamade, la honte lui brûlant le visage. Quand Seydou a ouvert la porte, il a à peine reconnu l'homme qui se tenait devant lui. Amani n'était plus que l'ombre de lui-même. Ses vêtements de créateur étaient sales et déchirés, son visage était creusé par la faim et le remords. Sans un mot, Amani est tombé à genoux. Ses épaules tremblaient. Puis, d'une voix brisée, presque inaudible, il a murmuré « J'ai faim, pardonne-moi !» Le silence qui a suivi était lourd, chargé de tout le poids de leur passé. Seydou aurait pu savourer sa vengeance. Il aurait pu lui claquer la porte au nez, le laissant à sa misère. C'eût été justice, n'est-ce pas? Mais Seydou a regardé cet homme brisé à ses pieds, et il n'a pas vu un monstre. Il a vu un être humain qui souffrait. Seydou s'est penché. Il a posé une main sur l'épaule d'Amani,
et l'a aidé à se relever. Sans un mot de reproche, sans la moindre trace d'orgueil ou de vengeance, il l'a fait entrer chez lui. Il lui a donné à manger, lui a offert des vêtements propres. Il a soigné l'homme qui avait tenté de le détruire. Pourquoi ? Parce que Seydou avait compris une chose essentielle. Le pardon n'est pas un cadeau que l'on fait à l'autre. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Se venger l'aurait maintenu enchaîné au passé, à la haine. Pardonner, le libérer. C'était l'acte ultime de sa propre gloire, une gloire intérieure bien plus grande que toutes les scènes du monde. Cette histoire nous montre que la vraie force ne réside pas dans la capacité à dominer ou à se venger, mais dans la capacité à pardonner et à se relever avec humilité. Seydou a transformé sa chute en une ascension glorieuse, non pas en écrasant son ennemi, mais en lui tendant la main. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place ? La réponse à cette question en dit long sur qui nous sommes vraiment. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de nos histoires. Prenez soin de vous. 6 mois plus tard, le téléphone de Seydou sonna de nouveau. C'était encore l'hôpital. Amani était revenu, mais cette fois, son état était critique. Une infection sévère, une complication inattendue de sa précédente maladie l'avait terrassé. Sans une seconde d'hésitation, Seydou se précipita à son chevet. Il trouva Amani méconnaissable. Le teint cireux, le corps trop frêle, il respirait avec difficulté. La richesse et la gloire semblaient n'avoir été qu'un rêve lointain. Autour de lui, aucun des amis flamboyants, aucun des partenaires d'affaires qu'il adulait autrefois. Le silence de la chambre n'était rompu que par le bip régulier des machines. Seydou prit les choses en main. Il parla au médecin, consulta les spécialistes, et sans même y penser, sortit sa carte de crédit. Il régla la totalité des frais médicaux qui s'élevaient à une somme astronomique. Il ne comptait pas. Pour lui, ce n'était pas une question d'argent, mais d'humanité. Il organisa des tours de garde avec les quelques membres de la famille qui avaient encore un peu de compassion pour Amani. Mais la plupart du temps, c'est Seydou qui était là. Il veillait jour et nuit, lisant à voix haute, ajustant les oreillers, ou simplement restant assis en silence, une présence rassurante dans cette épreuve solitaire. Ils se souvenaient de leur enfance. Les courses dans les rues poussiéreuses, les rêves partagés sous un manguier, la promesse de ne jamais s'abandonner. Où était passée cette Amani ? Comment la quête effrénée du succès avait-elle pu, à ce point, le dévorer ? En le regardant lutter pour chaque souffle, Seydou ne voyait plus l'homme arrogant qu'il avait d'humilier, mais le petit garçon perdu qui avait peur du noir. La colère qu'il avait pu ressentir s'était évaporée, remplacée par une profonde tristesse. Les jours se transformèrent en semaines. L'état d'Amani ne faisait qu'empirer. Les médecins finiront par dire à Seydou qu'il n'y avait plus rien à faire. Il ne restait que peu de temps. Seydou resta. Il ne le quitta plus. Il lui tenait la main, lui racontait des histoires de leur jeunesse, essayant de ramener un peu de lumière dans ses derniers instants. Un soir, alors que la chambre était baignée par la lueur blafarde du crépuscule, Amani ouvrit les yeux. Son regard était étonnamment clair. Il fixa Seydou et une larme roula sur sa joue creuse. D'une voix qui n'était qu'un murmure, un souffle à peine audible, il dit « Pardonne-moi, Seydou ». Seydou serra sa main plus fort. « Il n'y a rien à pardonner, Amani. Repose-toi. » Mais Amani secoua faiblement la tête. Ses lèvres bougèrent encore, formant des mots que Seydou dut se pencher pour entendre. « J'ai tout eu si vite. La gloire, l'argent. J'ai cru que c'était ça, réussir. Mais j'ai tout perdu encore plus vite. J'aurais dû choisir la dignité, pas la vitesse. » Ce furent ses dernières des paroles. Amani rendit son dernier soupir dans les bras de celui qui l'avait renié, de celui qui avait été la seule constante de sa vie tumultueuse. Seydou resta longtemps ainsi, le berçant doucement, comme pour protéger son ami d'enfance une dernière fois. Le cycle était complet. L'un avait choisi la patience et la loyauté, l'autre l'ascension fulgurante et l'oubli. Cette histoire, c'est la leçon finale. La richesse rapide, le succès instantané, ça impressionne. Ça brille, ça attire les regards, ça donne l'illusion du pouvoir. On peut construire un empire en un clin d'œil, mais un empire bâti sur l'arrogance, sur le mépris des autres, a des fondations de sable. Il suffit d'une seule vague, d'une seule tempête,
pour que tout s'écroule. Et quand tout s'écroule, que reste-t-il? L'argent ne peut pas acheter la loyauté. La gloire ne peut pas soigner la solitude. La seule chose qui nous protège vraiment, notre seul véritable abri, c'est la dignité. C'est la manière dont nous traitons les autres quand nous sommes au sommet. C'est la main que nous tendons, le respect que nous offrons, la compassion que nous montrons. Parce que ces actes, aussi petits soient-ils, construisent des ponts indestructibles. Ce sont ces ponts qui nous soutiennent quand nous trébuchons. Alors posez-vous cette question et soyez honnête avec vous-même. Comment traitez-vous les gens qui sont, en apparence, en dessous de vous? Le serveur au restaurant, l'employé qui nettoie les bureaux, le vieil ami qui n'a pas eu la même réussite que vous. Votre attitude envers eux est le véritable reflet de votre caractère. C'est votre véritable richesse, parce que la vie est une roue qui tourne sans cesse, et elle n'oublie jamais. Elle se souvient de chaque acte de bonté, mais aussi de chaque acte d'arrogance. Choisissez bien vos investissements, investissez dans l'humanité. C'est le seul placement qui ne perd jamais sa valeur. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de récits qui nous font réfléchir. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin des autres.